Il était une fois un dirigeant russe fou, nommé Vladimir Poutine. Dévoré par son désir de marquer l'histoire, et sachant que le spectre de la mort se rapproche à mesure qu'il avance dans ses années 70, cet homme a lancé une invasion. Cela ne s'est pas bien passé. Cela ne se passe toujours pas bien. En guise de rétribution pour sa folie, les ennemis de ce dirigeant ont lâché des drones qui volent loin, à l'intérieur de la Russie, et détruisent tout ce qu'ils voient. Pendant 40 jours et 40 nuits, les drones ont volé. La Russie a été pilonnée. 100 cibles ont été éliminées en un peu plus d'1 mois d'enfer. Quant à ce dirigeant fou, on venait de lui dire la meilleure histoire du soir jamais racontée. Il ne l'a pas du tout appréciée. J'ai approuvé une opération d'influence de 40 jours pour le service contre l'État agresseur, visant à le contraindre à mettre fin à la guerre, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 25 juin. Cette campagne avait un objectif clair. Poutine serait amené à mettre fin à la guerre, a déclaré Zelensky. Et cette influence prendrait la forme de drones, lancés par centaines, qui visaient des sites clés en Russie, dans les territoires occupés et sur les lignes de front. L'objectif était clair, la Russie devait ressentir la douleur de la guerre qu'elle avait déclenchée. L'idée était de faire tellement souffrir la Russie pendant les 40 jours de puissance de feu d'Ukraine que Poutine n'aurait d'autre choix que de venir à la table des négociations. La campagne de 40 jours est maintenant terminée. Et même si cela n'a pas atteint son objectif principal et que l'Ukraine a quelque chose à dire à ce sujet, cela a tenu la promesse la plus importante de Zelensky. Des milliers de cibles russes ont été détruites. Les chiffres sont là, et ils constituent la pire histoire du soir que Poutine ait jamais entendue. Au cours de sa campagne, l'Ukraine a réussi à mener plus de 100 frappes sur des cibles stratégiques à l'intérieur de la Russie et dans les territoires occupés. La variété était impressionnante. Les raffineries de pétrole, comme cela a souvent été le cas, ont été touchées. Mais cette fois, elles ont été frappées plus durement que jamais auparavant. Les drones ukrainiens ont rendu visite à des bases aériennes, des défenses aériennes, des navires de guerre, des pétroliers, des centres logistiques et des usines de l'industrie militaire. Les frappes ont porté loin à la ronde. Des records ont été battus et des pétroliers de la flotte fantôme ont été envoyés au fond des mers qui entourent la Crimée. Et sur les lignes de front, ainsi que dans l'arrière immédiat, les chiffres sont devenus encore pires pour la Russie. Les drones ukrainiens ont détruit plus de 21 000 cibles sur l'ensemble du front. Et ils ont tué près de 5 000 soldats russes en 40 jours. Cela représente un taux de mortalité de 125 par jour, avec beaucoup d'autres qui finissent blessés. Le matériel a été détruit tout aussi facilement que les soldats. Nous garderons une partie de cela pour les moments forts de la campagne, que nous allons révéler dans un instant. Mais United 24 Media offre déjà beaucoup de choses pour commencer. 124 systèmes d'artillerie ont été détruits lors du Blitz ukrainien de 40 jours. La Russie a perdu 63 véhicules blindés, 24 chars et 22 lance-roquettes multiples. 14 avions et hélicoptères russes ont été abattus par les drones ukrainiens, tout comme 40 systèmes de défense aérienne qui étaient censés empêcher tout cela d'arriver. Et face aux drones russes, l'Ukraine a combattu le feu par le feu plus efficacement que Vladimir Poutine n'aurait jamais pu l'imaginer. À la fin de la campagne, plus de 11 000 drones et robots terrestres russes avaient été réduits en cendres, ainsi que 712 équipes chargées de contrôler ces drones. Cela a dû ressembler à un assaut incessant pour la Russie, comme s'attaquer aux têtes d'une hydre. Lorsqu'un drone était abattu, 2 autres prenaient sa place. Mais nous avons parlé de quelques moments forts, alors jetons un œil à certains des moments marquants de cette campagne de 40 jours qui a été remplie de souffrance pour la Russie. Nous nous rendons d'abord à Omsk. Cette localité, nichée en Sibérie, était censée se trouver bien loin de la portée des drones ukrainiens. À plus de 2500 km de l'Ukraine, la ville était en sécurité. L'endroit idéal pour accueillir l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie. Bien sûr, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. L'Ukraine a frappé Omsk avec des drones. La raffinerie de la ville, qui était restée si longtemps hors de portée, a été durement touchée. Des photographies prises sur les lieux montrent le feu et la fumée s'élevant de cette installation pliée. Les drones ukrainiens ont battu tous les records de distance précédents, volant si profondément en Russie qu'ils se sont retrouvés près de la frontière avec le Kazakhstan. L'Ukraine n'a pas visé cette raffinerie uniquement pour le message que cela enverrait, à savoir qu'aucune installation critique en Russie n'est désormais à l'abri. La raffinerie d'Omsk est immense, c'est d'ailleurs l'une des plus grandes de Russie, car elle a une capacité annuelle de raffinage de 21 millions de tonnes de pétrole brut. Elle se spécialise également dans la production de carburant, de lubrifiants et de produits pétrochimiques qui sont essentiels pour l'armée russe en Ukraine. Cette frappe n'était pas seulement symbolique, elle était stratégique. Avant la campagne de 40 jours. Omsk était l'une des 2 seules parmi les 10 plus grandes raffineries de pétrole de Russie à ne pas avoir été ciblée par les drones ukrainiens. Ce n'est plus le cas maintenant. Et en parlant des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, cela nous amène à notre deuxième temps fort. Chacune des 11 plus grandes raffineries de pétrole de Russie a désormais été frappée par un drone ukrainien.
L'Ukraine s'est penchée sur les 2 restantes, parmi les 10 plus grandes, les a frappées toutes les 2, puis a ajouté un tir bonus pour faire bonne mesure. United 24, Mehdi, a annoncé la nouvelle le 7 juillet, en précisant que la frappe sur Omsk était la dernière de la liste dont l'Ukraine avait besoin. D'autres ont été touchés, aussi bien tout au long de 2026 que pendant la campagne de 40 jours. La raffinerie de pétrole de Kirishi, qui traite jusqu'à 21 millions de tonnes de pétrole chaque année, a été frappée en permanence. La raffinerie de Kostovo, qui traite 17 millions de tonnes par an et produit 4,8 millions de tonnes d'essence, a été durement touchée le 2 juillet, perdant la moitié de sa capacité de production au passage. Les 17,1 millions de tonnes qui sont traitées à la raffinerie de Ryazan ne vont nulle part après qu'une frappe en mai a suspendu la production. Tout au long du printemps et de l'été, l'Ukraine a ciblé les raffineries de Yaroslavl et de Volgograd, qui ont toutes deux des capacités de traitement d'environ 15 millions de tonnes par an. La raffinerie de pétrole de Moscou, qui est censée être plus sûre que la plupart en raison de sa proximité avec la capitale russe et de toutes les défenses aériennes qui l'entourent, a été frappée 2 fois en juin, mettant hors service 12 millions de tonnes de capacité de raffinage. Et pour compléter la liste, il y a les raffineries Bashnev-Novoïl, Syzran, PEM et Novokuibichevsk, qui ensemble traitent 37,8 millions de tonnes de pétrole brut par an. Le pétrole russe brûle à des rythmes que nous n'avons jamais vus auparavant. Et même si les frappes ukrainiennes contre les raffineries ne sont plus une nouveauté à ce stade, la campagne de 40 jours a confirmé de façon éclatante le fait établi qu'aucune des installations les plus importantes de la Russie n'est plus en sécurité. Vous voulez plus de faits marquants ? On en a. La campagne de 40 jours a infligé de lourdes pertes à l'armée de l'air russe, alors que l'Ukraine a abattu plus d'une douzaine d'appareils. Parmi les pertes figurait une paire de chasseurs, Su-35, qui, en dehors du Su-57, qui est rarement utilisé en Ukraine, sont probablement les meilleurs chasseurs que la Russie puisse déployer. L'Ukraine a détruit un Tu-95MS lors d'une nouvelle frappe contre la flotte de bombardiers stratégiques russes. Plusieurs anciens appareils de l'époque soviétique que la Russie utilise pour ses attaques de missiles à bombes planantes ont également été abattus par des drones ukrainiens, notamment des Su-24, des Su-30 et des Su-30 SM. L'Ukraine a également réussi à abattre une paire d'avions d'entraînement Il-39, ce qui compliquera la tâche de la Russie pour préparer ses pilotes à ce que Poutine attend d'eux. Les frappes contre les avions s'accompagnent d'attaques contre les aérodromes. Belbek, Kamskaya, Saki, Vardiska, Engels et Bagourovo ont tous reçu la visite des drones ukrainiens. Pour beaucoup, ce n'était pas la première visite, ce qui montre à quel point les défenses aériennes russes sont devenues débordées. Voilà une belle transition vers notre prochain point fort. Les systèmes de défense aérienne russes ont particulièrement souffert pendant la campagne de 40 jours. L'Ukraine a détruit en moyenne un système de défense aérienne ou un radar par jour, lors d'une offensive éclair qui a ouvert la voie à encore plus d'attaques aériennes à venir. Parmi eux se trouvait un radar multifonction 92N6E, souvent utilisé par les systèmes S-400 russes, ainsi qu'un radar Nebo-U. La Russie a perdu plusieurs systèmes de défense aérienne, Panzer, Panzir, S-2 et Tor M, M2 face aux drones ukrainiens, ainsi qu'une station de guerre électronique, Pol 21, censée pouvoir dévier les drones ukrainiens de leur trajectoire. Il y a un délicieux sentiment d'ironie dans tout cela. Les armes mêmes sur lesquelles la Russie compte pour gérer les drones ukrainiens succombent à ces mêmes drones. Ce qui montre que beaucoup de ces systèmes ne sont tout simplement pas adaptés à leur mission, car ils ont du mal à suivre les drones volant à basse altitude. La campagne de 40 jours n'a fait qu'aggraver les problèmes de défense aérienne, auxquels la Russie est confrontée depuis un certain temps déjà. À mesure que la portée des drones ukrainiens s'est étendue, la Russie s'est retrouvée à devoir étendre de plus en plus ses défenses aériennes sur de vastes portions de son territoire. Les défenses aériennes de la Russie sont comme un élastique tendu autour de la taille rebondie d'un général russe. À un moment donné, l'élastique finit par casser, et on commence à voir ces ruptures un peu partout. Il y a maintenant d'énormes failles dans les défenses aériennes de la Russie. La Russie n'a tout simplement pas assez de systèmes pour défendre chaque cible que l'Ukraine pourrait vouloir détruire. La Russie est en mode panique. Alors même que l'anneau de défense aérienne fortement fortifié autour de Moscou est en train d'être pénétré, le Kremlin essaie de déplacer les défenses aériennes pour protéger les cibles prioritaires. Mais cela ne fait que créer plus de vulnérabilité, à la fois sur le front et à l'arrière, que l'Ukraine peut exploiter. Et maintenant, 40 autres systèmes et radars ont disparu. Poutine sait ce que cela signifie. Davantage de drones ukrainiens vont réussir. Nous avons encore un point fort à vous présenter avant de continuer. La flotte fantôme de la Russie dans les eaux autour de la Crimée. Elle ne se porte pas bien. Tout au long du mois de juillet, l'Ukraine a lancé frappe après frappe contre les navires de la flotte fantôme en mer Noire et en mer d'Azov. Pour l'essentiel, l'Ukraine semblait cibler les navires qui approvisionnaient la Crimée en carburant et en fournitures, dans le cadre de sa stratégie plus large visant à isoler la péninsule et à forcer Poutine à abandonner son emprise sur le territoire que la Russie a volé en 2014. Cette campagne ne s'est pas arrêtée. Au 29 juillet, Euromaidan Press rapportait que l'Ukraine avait frappé 201 navires russes en seulement 3 semaines. Une mise à jour est venue du compte X de la défense de l'Ukraine le 6 août. Le nombre est passé à
236 bateaux et navires détruits, rien qu'en juillet. La majorité des attaques ayant été menées à des distances supérieures à 50 km. L'Ukraine affirme désormais qu'elle contrôle par le feu les eaux qui entourent la Crimée. Difficile de contester cela. La Russie semble incapable de faire quoi que ce soit pour arrêter ses frappes contre ses navires autour de la Crimée. Ce que nous avons ici, c'est une énorme quantité de matériel russe envoyé à la casse, ainsi que des soldats envoyés dans leurs tombes. Mais qu'est-ce que l'Ukraine a vraiment accompli avec sa campagne de 40 jours? Nous allons approfondir cette réponse juste après ce rappel. Vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications afin de ne rien manquer de ce que nous vous réservons. Voici ce que l'Ukraine a fait pendant 40 jours. Elle a ramené la guerre en Russie, peut-être plus que jamais auparavant. Il ne s'agissait pas d'une série de frappes aléatoires menées lorsque l'occasion se présentait. L'Ukraine a tout planifié. Elle savait précisément ce qu'elle allait frapper, où et quand. Chaque drone lancé est parti dans le ciel avec un objectif prédéfini avant même le début de la campagne. L'Ukraine n'a pas réagi, elle a été proactive dans une campagne conçue pour exercer la pression maximale possible sur Poutine. Cet aspect de la campagne a été extrêmement efficace. À la moitié de la campagne, The Economist a publié un article sur les frappes de l'Ukraine contre les installations de Wildberries en Russie, ce qui est un autre point fort que nous n'avons pas abordé. Vous découvrirez pourquoi à la fin de la vidéo. Mais la campagne de drones de l'Ukraine a causé au moins 2 milliards de dollars de dégâts à une entreprise qui est en gros l'équivalent russe d'Amazon, mettant la pression aussi bien sur les vendeurs que sur les acheteurs qui utilisent la plateforme. Chaque frappe menée par l'Ukraine pendant ces 40 jours d'enfer servait le même objectif. Les raffineries ont été frappées pour empêcher les Russes d'avoir un accès facile au carburant. Il en va de même pour les occupants de la Crimée et les frappes contre la flotte fantôme. Même les attaques contre le matériel militaire russe servent de rappel qu'une guerre que Poutine avait promis de ne jamais voir dépasser les frontières de l'Ukraine est désormais arrivée en Russie. Et elle peut frapper presque n'importe quelle partie de la Russie. L'attaque d'Omsk l'a prouvé. Les dirigeants russes en ressentent l'impact. Le mécontentement public augmente, rapporte The Economist. Selon VCIM, un institut de sondage proche du Kremlin, la satisfaction à l'égard des politiques gouvernementales est passée de 45% en janvier à 21% en juin. Le nombre de personnes qui pensent que la Russie va dans la mauvaise direction a doublé, passant de 17 à 35% au cours de l'année écoulée, selon l'Avarda, un institut de sondage indépendant. Bien sûr, affaiblir l'armée russe était et reste une priorité. Mais ces 40 jours d'attaque visaient aussi les dégâts psychologiques que l'Ukraine a infligés au peuple russe. Plus de 100 frappes sur le sol russe en 40 jours. Ce n'est pas rien. C'est même un signal d'alarme brandi bien haut pour que chaque Russe le voie. Ils savent que leur grand protecteur Poutine les a laissés tomber. Pour l'Ukraine, c'est simplement un juste retour des choses. La guerre psychologique est une stratégie que la Russie utilise depuis l'invasion. Pour la Russie, cela signifie mener des attaques constantes contre les vies ukrainiennes, tuant ou blessant souvent des civils au passage. Pendant l'hiver, cela signifiait aussi des attaques incessantes contre le réseau énergétique de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas sombré au niveau de Poutine et de ses sbires. Elle ne mène pas de frappe directe contre les civils. Mais elle a décidé qu'une stratégie de guerre psychologique était justifiée, compte tenu de tout ce que la Russie a fait et continue de faire. L'objectif de l'Ukraine est de rendre la vie difficile aux Russes moyens et, dans le cas des occupants en Crimée, de rendre la vie carrément intenable. Il n'y a pas de meilleur exemple de cela que les pénuries de carburant qui ont frappé la Russie tout au long de la campagne de 40 jours. L'Ukraine n'a pas frappé les raffineries et les navires de la flotte fantôme juste parce qu'elle le pouvait. Elle veut que l'essence et le diesel russe brûlent partout, sauf dans les véhicules russes. Et si ce carburant ne peut pas brûler, il doit devenir une denrée si précieuse que les consommateurs russes ne pourront plus se le permettre. Tout au long du mois de juillet, l'Ukraine a en grande partie atteint ce objectif. Dans certaines régions russes, en particulier en Crimée, le prix de l'essence a doublé. Des files d'attente, parfois longues de plusieurs kilomètres, sont devenues monnaie courante devant les stations-service russes, alors que les automobilistes cherchent désespérément des pompes qui ont encore du carburant. Les attaques de raffineries menées par l'Ukraine ont réduit d'environ un tiers la production habituelle de raffinage de la Russie, la ramenant à des niveaux qui n'avaient plus été vus depuis 2002, rapporte United 24 Media. Les installations visées par l'Ukraine au cours de sa campagne de 40 jours représentent 45% de la capacité totale de raffinage de la Russie. Et ce seul aspect de la campagne de pression aurait coûté à la Russie environ 13,5 milliards de dollars tout au long de 2026. Il s'agit de susciter le mécontentement, sans prendre le volant. Il y a beaucoup moins de Russes qui ont pu faire cela, à cause de ce que l'Ukraine a fait au cours des 40 derniers jours. La seule consolation pour la Russie, c'est que Gazprom Neft, l'un des plus grands vendeurs de carburant du pays, aurait levé les limites d'achat dans 13 régions russes, où il avait été contraint de rationner le carburant en urgence. Combien de temps cela va durer ? Personne ne le sait, surtout si l'Ukraine décide d'intensifier ses frappes sur les raffineries.
Mais encore une fois, tout est question de pression. The Economist a souligné, avec les chiffres des sondages qu'il a partagés, et le Kyiv a publié la même chose dans un article du 4 juillet, où il proclamait qu'un nombre record de Russes souhaite désormais que Poutine mette fin à son opération militaire spéciale. Le média indique qu'une enquête menée par un institut de sondage basé en Ukraine, l'Institut de conflictologie et d'analyse de la Russie, a révélé que seulement 9% des Russes souhaitent poursuivre la guerre jusqu'à ce que leur pays obtienne une victoire complète. 81% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles préféreraient de loin voir une fin immédiate des combats, surtout compte tenu de ce que cela leur coûte, à elles et à leur pays. Ce retournement de l'opinion publique en Russie est rien de moins qu'un succès pour la campagne de 40 jours de l'Ukraine. Mais nous ne pouvons pas non plus ignorer le sujet qui fâche. L'objectif était de forcer Poutine à venir à la table des négociations à la fin des 40 jours de pression soutenue, et cela ne s'est pas produit. Il est peu probable que beaucoup, peut-être même Zelensky lui-même, aient vraiment cru que le psychopathe caché dans des bunkers profondément sous terre déclarerait la paix. Cependant, l'Ukraine a infligé des dégâts tangibles à travers la Russie, et elle a continué à faire pression sur Poutine à un moment où le soutien à son invasion a atteint de nouveaux plus bas dans son propre pays. C'est une victoire pour l'Ukraine. Quant à ce qui va se passer ensuite, ce sera la même chose. Poutine n'est pas venu à la table des négociations après 40 jours, donc l'Ukraine va lancer une nouvelle campagne. Nous allons continuer. Ne vous attardez pas sur tous ces débats. 40, 50, 100 ou 15 jours. Ce qui compte, c'est le résultat. Ce n'est pas tant la façon dont nous entrons dans ce processus qui compte. Ce qui est bien plus important, c'est ce que nous en retirons. Pour en sortir avec le résultat souhaité, nous devons être forts. Ce sont les mots du chef du bureau présidentiel, Kirill Boudanov, à l'issue de la campagne de 40 jours. C'est un avertissement. Si Poutine, ses sbires et le peuple russe pensaient que le cauchemar qu'ils viennent de traverser était terminé, simplement parce que la date limite des 40 jours était atteinte, ils se trompent lourdement. Beaucoup de choses sont dans le ciel, et prêtes à frapper. Et s'il y avait le moindre doute sur la véracité des propos de Boudanov, alors les opérateurs de drones ukrainiens les ont déjà dissipés. Ils ont laissé leurs armes parler pour eux. Le 6 août, l'Ukraine a mené 2 autres frappes contre des raffineries, cette fois sur les raffineries Bashneft Novonovoil et Slavneft Yanos. Le message a été envoyé fort et clair. La Russie a peut-être survécu à la blitz de 40 jours, mais la pression ne faiblira pas. L'Ukraine forcera Poutine à négocier, même si cela signifie que chaque raffinerie en Russie doit brûler. Nous avons déjà mentionné un autre fait marquant de la campagne de 40 jours, les frappes sur Wildberries. Nous avions une bonne raison de ne pas entrer dans les détails, nous l'avons déjà fait. Ces frappes pourraient bien s'avérer être l'aspect le plus important de la campagne de pression de l'Ukraine, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette analyse de plus d'1 mois de souffrance pour la Russie, alors abonnez-vous à l'émission militaire pour être parmi les premiers à découvrir ce que nous préparons ensuite. Et merci de nous avoir regardés.